La matinale RCF, le grand invité. Ce n'était pas le motif premier de son déplacement à Rome, mais c'était une étape incontournable. Plus qu'une étape même, c'est la troisième fois qu'Emmanuel Macron et le pape François vont se rencontrer. Ils ont rendez-vous ce matin à 10h30, une audience privée autour de la paix, la guerre en Ukraine. Ce sont les sujets de cette visite d'Emmanuel Macron qui était d'abord à Rome pour ouvrir la conférence internationale sur la paix de la communauté Sant'Egidio. D'autres sujets viendront sûrement entraver un peu l'entente qu'ont les deux hommes. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur du groupe de réflexion La Fondation pour l'innovation politique. Je précise également que vous avez dirigé ce livre, Le 21e siècle du christianisme, publié en 2021 aux éditions du Cerf. Dominique Régnier, tout d'abord, Emmanuel Macron arrive-t-il en terrain conquis au Vatican ? Non, je ne crois pas, parce que c'est un environnement extrêmement compliqué et c'est une thématique très sensible. C'est à la fois fondamental, nécessaire et extrêmement délicat. Fondamental parce que je vais très vite, mais le fait religieux dans le monde ne fait que prendre de l'ampleur, contrairement souvent à ce que l'on pense, décennie après décennie. Et donc il n'est pas possible de ne pas avoir un dialogue avec, en particulier avec le pape quand on est président de la République française. C'est nécessaire aussi parce que nous avons des sujets qui touchent aux sensibilités et bien sûr aussi à leur dimension religieuse. Je pense à la question de la fin de vie. Mais c'est délicat parce que on sait qu'en France, on est extrêmement sensible, susceptible même à l'idée que la politique puisse croiser le religieux ou toucher aux religions, en particulier aux religieux catholiques. C'est une situation qui est un peu complexe. On pourrait en parler, mais je pense qu'il faudra un peu de temps. Et donc, c'est un sujet majeur. Maintenant, pour Emmanuel Macron, il y a une sorte d'intérêt manifeste à discuter avec les religions, et en particulier avec le pape. Et je me souviens, moi, de son discours au Bernardin en 2018, qui était en quelque sorte un discours historique, un grand discours sur les religions. Et dans ce discours, Emmanuel Macron, ça avait pu d'ailleurs à l'époque être mal compris, voire étonné, inviter les religions à prendre toute leur part dans la vie de la cité, dans le débat public. Ce qui est une façon, je crois, d'acter la montée en puissance du fait religieux dans nos sociétés, y compris dans le fait politique. Donc il est absolument logique que cette rencontre-là ait lieu, dans un contexte, puisque c'est une rencontre pour la paix, dans un contexte que chacun connaît, particulièrement dramatique, mais qui n'est pas simplement, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, moi, depuis, il y a un impensé là-dessus, qui n'est pas simplement, je pense à la guerre provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui n'est pas simplement une question de faire la paix, mais de savoir ce que ça implique de faire la paix compte tenu de ce qui s'est déjà passé en Ukraine. Alors justement, sur ce que vous disiez sur l'appel aux religieux, Emmanuel Macron semble avoir un peu de nouveau fait cet appel hier devant les responsables religieux de cette conférence sur la paix. Il a souligné le rôle des instances religieuses, leur devoir de résistance aussi dans ce contexte de guerre. Est-ce qu'il ne n'outrepasse pas un petit peu son rôle de président ? En enjoignant les responsables religieux. C'est exactement le reproche qui lui avait été fait en 2018 après son discours au Bernardin. C'est exactement ça. Je vous dirais que non, parce que il faut fournir au moins un argument, mais on ne peut pas s'adresser aux religions, aux autorités religieuses, si ça n'est pas pour dire quelque chose de substantiel. La seule chose substantielle que l'on puisse dire, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous êtes des organisations de croyants, on peut le dire de la façon la plus laïque qui soit, vous êtes des organisations de croyants, vous êtes réunis dans des communautés de croyances et de foi. Je suis le chef de l'État, tolérant, démocratique, etc. Je vous invite à participer de façon constructive à la vie
vie de la cité et à faire en quelque sorte que votre contribution aide la communauté nationale, aide l'Europe, aide le monde à aller mieux à un moment en particulier où il va si mal. Donc ou alors, il ne faut pas y aller. Si c'est pour faire une espèce de discours très diplomatique, extrêmement prudent, avec des phrases polies et respectueuses, ce qui est la moindre des choses, mais c'est vide. Et dans un monde comme aujourd'hui, on ne peut plus se permettre un discours vide de sens ou sans substance significative. Il ne s'agit plus là d'amabilité. Je ne dis pas ça à mauvaise part. Hein. Il ne s'agit plus d'amabilité, de relations entretenues, de commerce des idées de façon, je dirais, civilisée. Les choses ne vont pas bien, nous avons beaucoup de problèmes très considérables. On peut dire que nous sommes dans une époque historique, elle ne fait que commencer. Il est sain, il est nécessaire d'appeler les religions à entrer dans le fond, mais à être pleinement dans la réflexion et dans l'action. Et évidemment, c'est le chef de l'État d'une république qui le dit. Ça signifie qu'il faut savoir rester dans les limites que chacun des deux côtés doit avoir. Alors justement, à quoi servira cette troisième rencontre avec le pape François ? C'est purement symbolique ou c'est plus que ça ? Bon, c'est plus que ça, je crois que c'est plus que ça. Hein. Il y a des éléments, je dirais, proprement domestiques, je veux dire, qui ont à voir avec ce qui se passe en France. J'ai cité tout à l'heure notamment le projet de législation sur la fin de vie, qui est un sujet éminemment important. On y reviendra, oui. Et puis, de l'autre côté, il y a la question internationale. On sait l'importance qu'a le Vatican en matière de diplomatie mondiale. On sait la puissance du Vatican. Elle est parfois méconnue ou mal connue, mais c'est un pouvoir influent, notamment en ce qui concerne la situation en Ukraine. Il y a d'ailleurs des reproches qui ont été faits au pape François sur ses prises de position au sujet de la situation en Ukraine. Mais de toute façon, il va y avoir, personne n'en sait le terme, il va y avoir à un moment donné, il faut l'espérer en tout cas, une discussion sur l'après-conflit. Et là, moi je voudrais insister sur un point qui je trouve n'est pas assez relevé. Il y a un aspect de type classique, c'est-à-dire comment cesse-t-on une guerre et comment organise-t-on la discussion entre les belligérants et comment imagine-t-on l'après-guerre, ce qui est dans tous les esprits parce qu'il y a une impatience, y compris parce que ça a un impact sur nos vies et que ça gêne nos conforts. Hein. C'est un peu ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Mais c'est encore plus compliqué, je crois, moi, parce qu'il faudra bien prendre en compte, en tout cas moi je l'espère, le mal qui a été fait aux Ukrainiens, la souffrance atroce des Ukrainiens, les crimes de guerre, les familles, les enfants martyrisés, les viols, les crimes, tout ceci. Je trouve qu'on l'oublie quand on en discute. Tout ceci ne pourra pas être effacé parce qu'il est temps de se mettre autour de la table et de reprendre nos voitures avec le gaz et l'essence quand nous en avons besoin. Il y a une espèce d'accélération qui, du point de vue moral, du point de vue philosophique, me préoccupe beaucoup parce que nous ne pouvons pas sortir correctement d'un conflit comme celui-là. Nous sommes loin d'en sortir, mais nous ne pourrions pas en sortir correctement si nous n'avions pas traité de manière correcte cette espèce de grand sujet qui est le mal qui a été fait aux Ukrainiens. On ne peut pas cohabiter sereinement dans un monde où l'on pourrait ainsi martyriser une population, déporter les enfants, violer, tuer, détruire, sans ensuite avoir des comptes à rendre. Donc il ne faut pas oublier cette dimension-là et elle a un fondement nécessairement politique, moral et elle intéressera aussi les religions. Et on sait que sur ce sujet, Emmanuel Macron et le pape François sont assez d'accord, hein, notamment sur la nécessité de dialoguer avec Vladimir Poutine. Il y a un autre sujet, on en parlait, hein, qui va plutôt les éloigner, c'est la question de la fin de vie. Emmanuel Macron a donc lancé cette convention citoyenne sur la fin de vie pour faire évoluer la législation sur le sujet. Le pape François a rappelé d'ailleurs vendredi son hostilité à cette évolution de la loi. Est-ce que Emmanuel Macron peut reculer à l'issue de cette rencontre sur la question de la fin de vie ? Il met en place une convention citoyenne pour en débattre, donc lui-même ne peut pas reculer, il a lancé un processus. C'est un immense sujet. On a le sentiment, en tout cas vous me posez la question, moi j'ai le sentiment que dans notre société, aujourd'hui, ce sont des sujets qui presque irrésistiblement
vont alors de l'avant, j'hésite à prononcer le mot, mais sont sur une pente en quelque sorte fatale, comme s'il était évident implicitement que nous y allions, même si assez certainement on ne prendra pas le temps de peser réellement, profondément les enjeux d'une telle question. Je crains qu'on y passe un peu vite, et ce sont des chemins irréversible. On ne peut pas s'étonner, on ne peut pas découvrir l'hostilité du pape, l'hostilité de l'Église catholique à ce type de législation. Mais on devrait plutôt que d'y voir une sorte de conservatisme que l'on considérerait comme habituel, on devrait plutôt y voir une invitation à bien réfléchir. Il doit y avoir une raison s'il y a cette hostilité, cette opposition à une législation qui nous permettrait d'accélérer la fin de vie. Et nous avons des exemples qui sont d'ores et déjà des contre-exemples. La situation en Belgique est souvent évoquée, elle est effrayante à bien des égards, mais je suis, comment dirais-je, c'est pas la place de la religion qui va poser problème dans ce débat-là, c'est l'absence d'une réflexion de fond au plan collectif. On ne fait pas une loi comme celle-là comme si on votait un allègement des charges sociales. Et j'ajouterais, si vous me permettez, que moi je souhaite, comme citoyen, je souhaite que sur ces grands sujets, nous cessions d'avoir des lois adoptées à la majorité parlementaire, la majorité simple. Ce sont des lois compliquées qui mettent en jeu des éléments de civilisation. Nous devrions, sur quelques sujets importants, exiger des majorités qualifiées, c'est-à-dire les 2/3, par exemple, des parlementaires qui devraient être d'accord pour qu'une loi puisse être possible. C'est extrêmement périlleux de confier à une simple majorité, en particulier dans un pays qui n'arrive pas à fabriquer de majorité, une décision d'une telle importance. Dominique Régnier, cette rencontre, c'est aussi et surtout de la diplomatie. Est-ce que on sait que la communauté aussi Sant'Egidio, dont il a ouvert la conférence hier sur la paix, est très implantée en Afrique, dans différents pays africains. Est-ce que cette visite auprès du pape, cette rencontre avec la communauté Sant'Egidio, est-ce qu'elle peut servir à la France pour lui renforcer son influence et sa crédibilité en Afrique? On sait qu'elle en manque cruellement en ce moment. Peut-être ça participe de cela. Un chef de l'État fait de la politique, je pense, du matin au soir, inévitablement, et même quand il a le sentiment d'être sincère et de ne pas en faire par définition. C'est un peu la même chose d'ailleurs du pape. Il fait de la politique, évidemment. C'est un homme de religion, mais qui parle avec des gouvernants et qui fait de la politique. Donc il est possible qu'il y ait cette dimension-là. L'Afrique est en quelque sorte aujourd'hui déchirée par des conflits de religion, et j'en profite pour rappeler que la persécution des chrétiens en Afrique est spectaculairement ignorée. Les chrétiens forment la communauté religieuse la plus persécutée au monde, et l'une des causes, c'est ce qui se passe en Afrique, et notamment en raison d'un islamisme radical extrêmement préoccupant. Ça fait partie aussi de ce qui est en train de disparaître en Afrique, pas simplement l'influence française, mais aussi le christianisme africain sous la pression et même sous les coups d'un islamisme radical. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur cette rencontre qui a été faite en marge avec la nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, ils se sont rencontrés avec Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que ça annonce des relations difficiles entre la France et l'Italie à présent ? Je pense que non, en fait. Je pense que Giorgia Meloni, à la tête de cette coalition, cherche à rassurer. Elle l'a cherché dans sa campagne, dans son programme. Sur le site de la Fondapol, on trouvera, tout ça est gratuitement accessible, la traduction de son programme comme parti Fratelli d'Italia, ainsi que de sa coalition avec la Ligue et Forza Italia. Donc c'est un programme qui est très modéré et qui insiste, on le voit bien, pour rassurer sur l'Europe, sur l'euro, ses interlocuteurs. La France a besoin d'alliés, d'autant plus que la situation avec l'Allemagne s'est beaucoup dégradée, et je ne doute pas qu'il y aura des chemins d'entente. Il y a une question qui va être urgente pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe et la France, c'est la question de la régulation des flux migratoires. On ne peut pas laisser les Italiens tout seuls devant cette grande difficulté. Ils auront besoin de nous, et on a évidemment besoin d'eux. Donc je crois que
par-dessus tout ça, la nécessité fera loi. J'ajoute juste, parce que c'est un peu lié à tout ce que nous avons dit, Giorgia Meloni a un programme qui, en termes de valeurs, semble avoir une certaine consistance et auquel elle attache de l'importance, la famille, les valeurs chrétiennes. Donc tout ça, quand même, est assez cohérent dans ce à quoi a été confronté Emmanuel Macron ce week-end et puis aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique Régnier, directeur du groupe de réflexion La Fondation pour l'innovation politique.